les amis, bienvenue dans le tome 5 de Pif Paf Poum, le magazine décalé de la BD franco-belge. On vous présente les BD qu'on aime, tout en s'amusant. Numéro consacré à l'histoire avec Ils ont fait l'histoire. Les RN200, la bataille d'Essling, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et les années 50 avec Paul Carpital. Alors, pourquoi l'histoire avec un grand H? Tout d'abord parce qu'elle occupe une grande partie des livres édités chaque mois, et d'autre part, pour toi qui nous regardes en commençant à penser à tes examens de fin d'année, nous allons t'aider à éviter à ce que la malédiction se reproduise. Bien avant que tu ne t'assoies sur le trône pour attendre que l'hiver arrive. Exista une saga impitoyable au sein de la 3e techno du collège Milo Manara de Bobigny, la légende inavouable du petit Séraphin Kevin. Ainsi, le pharaon Toutankhamon porte une barbichette postiche pour montrer qu'il est affilié aux dieux. Qui peut me citer un autre pharaon? Sa mère dans Pyramide. Séraphin Kevin? La fouine, monsieur! Zéro! Il a pris zéro. Ben quoi? Il a une barbiche, non? Ah, on fait des fumistes. Zéro! La momie, j'ai pas fumé encore. Et re-zéro! Mais avant de vous raconter la suite, penchons-nous sur la nouvelle série de Glénat en collaboration avec Fayard. Ils ont fait l'histoire avec déjà 2 titres sortis, Vercingétorix et Philippe le Bel. Plus besoin de présenter Vercingétorix qui a tenu tête à César à Gergovie et fut défait à Alésia, surtout après la lecture de ce premier tome exhaustif qui nous raconte les campagnes du chef gaulois écrit par Adam et Convar avec l'archéologue Stéphane Bourdin et Fred Vigneault au dessin. Il en est de même avec le roi capétien Philippe IV de France, dit Le Bel, régnant de 1285 à 1314 et surtout connu dans l'inconscient collectif pour avoir pourchassé les Templiers. Les auteurs, Mathieu Gabella au scénario et Christophe Regnault au dessin, avec le concours des historiens Étienne Hanheim et Valérie Tess, se sont attachés ici à révéler, au travers d'une peinture fouillée de la société médiévale du XIVe siècle, une facette plus politique du personnage avec sa façon de gouverner et ses oppositions au pape Boniface VIII. Une série qui semble partie pour servir de référence scolaire et qui devrait compter une 30aine d'albums avec prochainement 2 nouveaux tomes consacrés à Charlemagne et Jaurès. Et sur la fouine où là, il n'y a jamais rien, miskin. Zéro! Ah bah c'est pas moi! Zéro! Qui sont les teutons? Moi, maître. Oui, Jean Günther. En 1293... Teton, c'est Teton Driana, Conseil disciplinaire cachot! Guantanamo! Pas rigolo ce prof. Les RN200 est une autre série chez Delcourt permettant un bon complément sur la période du Moyen-Âge en s'articulant autour de 2 reines pas toujours connues dans une période très dense. Tout d'abord, les 3 tomes déjà consacrés à Aliénor, la duchesse d'Aquitaine, devenue reine de France en 1137 à l'âge de 15 ans en épousant Louis VII en premières noces. La saga, graphiquement très riche, de Carlos Gomez au dessin et d'Arnaud Delalande et Simona Mogavino au scénario, s'inspire de la légende noire d'Aliénor, courant critique à l'égard de la reine. Ici, on assiste à une interprétation romancée de sa vie basée sur des faits historiques avérés. Dans le 3e tome paru, Aliénor participe en 1145 à la 2e croisade menée par son époux, qui sera un échec, entraînant la rupture de son couple. Autre reine mise à l'honneur dans cette période touffue que tu peux connaître si tu es champion junior à question pour un champion. Top! Je deviens reine d'Angleterre en épousant Édouard II en 1308, fille de Philippe le Bel. Oui, encore lui, je vais prendre la tête d'une révolte des barons contre mon époux qui préfère notoirement les hommes, alors que je suis un canon, je suis... Rihanna! Isabelle de France, surnommée plus tard la Louve de France, du même nom que ce diptyque de Thierry et Marie Gloris au scénario et Jaime Calderón au dessin. Isabelle met l'Europe à feu et à sang durant la fameuse guerre de 100 ans. L'humiliation qu'elle subit au quotidien dans sa vie privée générera chez cette femme à la fois meurtrie et libre une vengeance terrible menant à la perte du roi d'Angleterre. Allez, sabre au clair, jeune Gavroche, on continue. Remontons donc dans le temps avec Napoléon. Et le dernier tome de la bataille chez Dupuis, qui clôt le triptyque BD brillamment adapté par Frédéric Richaud et Yvan Gilles du roman de Patrick Rambaud, lauréat du Goncourt 1997. Il s'agit ici de revivre minutieusement la bataille d'Essling près de Vienne durant les 21 et 22 mai 1809, opposant les Français aux Autrichiens et se soldant par une défaite de Napoléon et la perte du maréchal Lannes. Là encore, c'est exhaustif et fouillé, ce qui aurait pu éviter à Séraphin Kevin sa malédiction s'il l'avait lu. Winter is coming. En effet, le soir de ce funeste jour où chacune de ses perles lui avait valu un 0, le père de Séraphin Kevin, SK pour les intimes, à ne pas confondre avec DSK, autre enfileur de perles notoire, le père de SK donc le punit sévèrement. 0! Ok! Moi, ton père, je dis
fini la tablette. Moi, ton père, je te coupe le smartphone. Je te le coupe. Moi, ton père, je dis basta les sorties. Zéro d'histoire. Malheureux. Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. File dans ta chambre. Et n'oublie pas, si tu vois un oiseau blanc sur un lac, c'est un signe. Mais le père de Séraphin Kévin ignorait que sa décision allait entraîner un drame à l'autre bout de la ville chez Augustine la mouche du coche. Mais avant ça, autre période historique importante, niveau sortie. La guerre de 14-18 avec des nouveautés et rééditions année du centenaire oblige. Attention, chef-d'œuvre. Commençons par notre mère La Guerre de Maël et Chris, ressortie en intégrale chez Futuropolis. Nous sommes en janvier 1915, sur le front de Champagne. Et parmi le flot des cadavres, ce sont les corps de 3 femmes assassinées retrouvées dans les tranchées qui font l'objet de l'attention de l'état-major. Roland Vialat, lieutenant de gendarmerie, mène l'enquête. Sous des allures d'enquête policière, notre mère La Guerre est un récit qui a pour sujet principal la guerre au travers de la fraternité des hommes. Une adaptation cinéma d'Olivier Marchal est envisagée aux dernières nouvelles avec Jean-Hugues Anglade dans le rôle du lieutenant Vialat. Autre incontournable sur la période, Putain de guerre de Tardy et Vernet, ressorti en intégrale chez Casterman. On ne présente plus Jacques Tardy, papa d'Adèle Blanc-Sec et spécialiste de la Première Guerre. Jean-Pierre Vernet étant quant à lui à la fois historien et à l'origine de par ses collections du musée de la Grande Guerre du pays de Meaux. Putain de guerre retrace année par année le conflit 14-18 à travers le récit sous forme de témoignage d'un poilu, ouvrier tourneur dans le civil aux établissements Biscorne à Paris 20e et reste une référence en la matière de par sa rigueur historique. Le récit débute en couleur, puis au fil de sa progression chronologique et à mesure que la guerre s'enlise, adopte les tonalités de plus en plus monochromes de la boue et de la grisaille. Indispensable. Autre sortie là aussi en intégrale chez Paquet, le triptyque du pilote à l'Edelweiss de Yann et Hugo nous montre cette guerre vue du ciel à travers l'histoire des jumeaux Castillac, pilotes émérites embourbés dans un secret familial. Les planches des combats aériens très esthétiques de Romain Hugo sont superbes. L'occasion pour nous de le retrouver pour un entretien. Bonjour Romain. Bonjour Chris. Romain, tu es à la fois passionné d'aviation et de BD. Tu es d'ailleurs toi-même pilote. Quel était le déclic qui t'a fait pencher vers le dessin comme métier? J'ai toujours dessiné depuis tout petit, ça a été un truc qui était vraiment ancré en moi. J'étais un garçon un peu introverti et c'est vrai que le dessin me donnait un peu de caractère par rapport à mes compagnons d'école et puis c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus on dessine, plus on s'améliore et plus on s'améliore, plus on a envie de dessiner. Donc ça m'a vraiment donné une personnalité. Et puis j'avais l'aviation à côté qui venait de mon papa, qui était pilote dans l'armée, qui pilote toujours d'ailleurs. Et donc j'ai un moment eu le choix de faire soit l'avion pour le plaisir et le dessin pour le boulot, soit l'inverse. Et donc j'ai choisi quand même de garder ma spécificité du dessin. Pour mon plus grand plaisir, parce que maintenant je dessine des avions, donc j'ai allié mes deux passions et je vole pour le plaisir le dimanche tranquillement. Avec le pilote à l'Edelweiss, comment tu as appréhendé cette incursion dans l'univers de la Première Guerre mondiale? Comme tout le monde, je connaissais les grands sujets comme l'escadrille Richthofen, le Guinmer, l'escadrille des cigognes, mais je ne me doutais pas, avec Yann, on ne se doutait pas à quel point c'était quelque chose de si intéressant et de si riche. Il y a eu, par exemple, en 17, des combats sous oxygène, à très haute altitude, avec des combinaisons électriques, des choses complètement hallucinantes qu'on n'aurait même jamais osé inventer. Par exemple, sur la Tour Eiffel, des tours d'artillerie à tous les étages. La Tour Eiffel était une tour de défense de Paris. En fait, la Première Guerre mondiale, c'est là où vraiment on a posé les jalons du combat aérien moderne. Et donc c'est pour ça que c'était très très intéressant à dessiner. Quelles sont tes influences graphiques et esthétiques? Contrairement à ce que souvent le public pense, les dessinateurs de BD sont pas forcément fans de BD. Moi j'étais comme tous les gamins en fait, je lisais Astérix, Lucky Luke, j'étais pas du tout passionné de bande dessinée. Je deviens amateur, je suis pas 50 séries et j'achète le dernier tome à chaque fois. J'ai plutôt un échantillon de chaque dessin que j'aime bien. C'est-à-dire que je vais avoir un tome de ceci, un tome de cela parce que tiens, j'aime bien comment il fait ses ciels, j'aime bien comment est-ce qu'il traite le mouvement, etc. Donc c'est plus une influence de dessinateurs, des gars comme Guarnido, le fameux Francis Bergès qui dessinait Bug Danny. Donc c'est vrai que le dessin réaliste et assez propre, c'est un petit peu mon axe principal. Mais j'essaie vraiment de m'ouvrir à d'autres styles graphiques. Peux-tu nous parler de tes projets en cours? Alors oui, j'ai commencé avec Yann, toujours avec Yann, ça se passe très bien avec lui, donc on continue. Alors on revient à la Seconde Guerre mondiale, qui est ma période de prédilection. Je suis vraiment passionné par les avions en hélice, et bon, c'est vraiment dans la Seconde Guerre mondiale que les avions sont les plus intéressants, que les histoires sont les plus hallucinantes. Là, on a choisi de se focaliser sur un front aérien, un front de combat qui est très très peu connu en fait, qui s'appelle le front CDI. C'est China, Burma, India. C'est vraiment tout ce qui est Asie de l'Est. Et on a là-bas des escadrilles avec des P-40 pour les connaisseurs,
qui se battaient contre les Japonais. Et donc on est dans cet environnement de rizières, de montagnes, de jungle, d'Himalaya, avec des P40, des Dakota, des Zéro. Voilà, j'avance plutôt bien pour finir pour octobre. Merci Romain, à bientôt. Merci à vous, au revoir. Enfin, La Faute au Midi, chez Bambou Grand Angle, nous sort le grand jeu avec cette adaptation d'une histoire vraie méconnue, racontée par Jean-Yves Le Naour, avec Dan au dessin. Le 21 août 14, les soldats provençaux du 15e corps sont lancés dans la bataille de Lorraine, sans appui d'artillerie, avec une vision obsolète de la guerre par des généraux de salon. C'est un massacre. Le généralissime français Joffre, cherchant un bouc émissaire à cette défaite, rejette alors la faute sur les soldats du Midi, prétextant leur lâcheté. Deux sont choisis et jugés expéditivement au motif fallacieux de mutilation volontaire. Le provençal Auguste Hode et le corse Joseph Tomasini serviront d'exemple. C'est donc un récit fort et révoltant auquel vous assisterez ici, qui devrait vous nouer le ventre et résonner longtemps dans votre mémoire. Mais revenons de façon plus légère chez Augustine la mouche du coche. Non mais j'ai le seum là. Il a coupé son téléphone, il me répond plus s'il te plaît. Non mais je lui parlerai plus jamais de ma vie. C'est fini. Je vais sortir avec Corentin Rachid. Après 14-18, voici un autre tir groupé sur la Deuxième Guerre. Ah! Restez groupir! Non, pas la 7e compagnie, mais l'Armée de l'Ombre dans la collection Mémoire chez Paquet. Angle original, puisqu'on y suit Kessler, un jeune soldat allemand sur le front russe en 1943. Dans ce tome 2 magistral d'Olivier Speltens, on assiste à la bataille de Koursk, tournant de cette guerre qui voit la victoire des Soviétiques amenant par la suite la chute de l'armée allemande. Cette vision de l'intérieur au travers de ce jeune homme et de ses amis se suit comme dans un film, au plus près des soldats, porté par un dessin réaliste et puissant. Une série qui est en train de s'imposer comme un must. Autre sujet original de la Deuxième Guerre chez Le Lombard, dans Vivre à en mourir de Jeanne Puchol au dessin et Laurent Galandon au scénario, avec l'évocation de l'affiche rouge. Cette affiche de propagande placardée par les Allemands et le régime de Vichy pour faire d'un groupe de résistants des terroristes étrangers représente les visages de 10 membres du groupe Manouchian, du nom de son chef arménien Misak Manouchian. Parmi eux, Marcel Reyman, auquel ce livre est consacré. 20 ans. Juif polonais pacifiste devenu résistant suite à l'arrestation de sa famille et membre emblématique du groupe. Ce groupe de 23 résistants étrangers et français faisant partie des FTP-MOI, francs-tireurs partisans main-d'œuvre immigrés, fut capturé par la police française sur dénonciation et fusillé par les Allemands en 1944 au Mont Valérien. Le récit qui en est fait ici sur la période de 1941 à 1944, du point de vue de la famille Reyman, s'appuie sur le témoignage de la cousine du jeune Marcel, offrant ici une authenticité du propos. Autre récit d'homme au milieu de l'histoire, celui du cinéaste et instituteur marseillais Paul Carpita dans Le Printemps des Quais, de Pascal Génaud et Bruno Pradel au scénario, et d'Olivier Thomas au dessin, paru chez Soleil Cadran. À travers une peinture politique des années 50 à Marseille, ce one-shot retrace la vie de Paul Carpita, homme engagé, humaniste, et l'aventure du film Le Rendez-vous des Quais, tourné sur les docks lors des grèves ouvrières de mobilisation contre la guerre d'Indochine. Censuré en 1955 et saisi pendant 35 ans sous prétexte de menaces à l'ordre public, le film mêlant fiction et réalité ne fut projeté qu'en 1983 et salué par la critique comme le chaînon manquant entre Jean Renoir et la Nouvelle Vague. Ce récit est truffé de détails et pour cause, c'est Paul Carpita lui-même qui les a racontés aux auteurs lors d'entretiens préparatoires, rendant cet ouvrage précieux. Paul Carpita poursuivit son cinéma militant jusqu'au bout de sa vie, se qualifiant de simple instituteur passionné de cinéma. Et maintenant, le moment que vous attendez tous. Qu'est-ce qui arriva au petit Séraphin Kevin? Augustine! Augustine la mouille du coche! Classe techno, collège Milo Manara! C'est moi! Séraphin Kevin! Ah oui. Et tu devais pas m'appeler pour qu'on sorte ensemble? Je sais, mais mon père m'a puni, j'ai essayé, mais j'ai déménagé et... Tu es toujours célibataire du coup? Hein? Oui, mais... Moi pas. Salut. Voilà, pif paf poum pour cette fois-ci, c'est fini. Si vous voulez éviter ce genre de mésaventure à cause du zéro en histoire, il vous reste plus qu'à vous plonger dans ce qui précède. Et amusez-vous. C'était pas mal. Cossu. Je vous mets un 2.